Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand rendez-vous, votre grande émission du soir sur Bénin Business 24. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Ce soir, mesdames et messieurs, nous recevons Sename Agossou, il est médecin ORL, pour parler de la grippe chez l'enfant entre prévention et traitement. C'est dans votre rubrique Nature et bien-être. Il va être reçu tout à l'heure par Yasmine Damanta dans Nature et bien-être. Autant savoir, mesdames et messieurs, s'intéresse ce soir à la jeunesse et au développement. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse et dans ce cadre, Agnat Bello reçoit Esther Djossa. Elle est jeune femme leader pour parler des réformes au niveau de l'éducation, des réformes nécessaires pour concilier le développement et la jeunesse. L'expert de ce soir s'appelle Tonyon Doudeji Fachina. Il est coordonnateur de l'initiative Bekon. Voilà déjà des images que m'envoie mon réalisateur Ulrich Akpovo. L'initiative Bekon, de quoi il s'agit, on aura les détails avec lui. Ce qui est sûr, retenez juste que c'est pour la promotion des langues nationales. Voilà donc pour le grand rendez-vous, mais il n'y aura pas grand rendez-vous sans Beauté au pluriel ce soir. Nous sommes mardi et Beauté au pluriel reçoit Nadia Inès Toudonou, elle est esthéticienne, pour parler du citron, les secrets pour une peau nette. On aura les détails tout à l'heure avec Fulgencia Rontondi et son invité. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal ce soir. Comme hier, la messe est dite par Amandine Agnan-Bossou. La fine fleur, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Vous vous portez très bien? Ça va très bien chez vous? Je me porte très bien aussi. Alors, dites-nous tout concernant le menu de votre journal de ce soir. Eh bien, on parle dans le journal de l'hypertension artérielle, une pathologie de plus en plus fréquente. Fort heureusement, elle peut être traitée ou évitée. Au menu également du 19h45, l'émission assignée à la Croix-Rouge, quelques conseils sur les comportements à adopter en cas de naufrage. Et puis demain mercredi 14 août démarre dans 30 localités du Bénin la Nuit des Contes, une initiative qui est à sa 14e édition. L'objectif est de promouvoir les traditions orales africaines. Voilà, heureuse d'annoncer le menu du 19h45 de ce soir. Merci à vous, ma fine fleur. On vous retrouve à 19h45 pour suivre le journal en entier. À tout à l'heure. À tout à l'heure, heureuse d'annoncer. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé tantôt, nous recevons un expert ce soir. Avec lui, on parle du Bekon pour la promotion des langues nationales. L'expert tout de suite avec Tonyon Doudeji Fachina.
Et nous sommes avec Tonyon Doudedji Fatina, coordonnateur du Gbekun. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de BB24. Oui. Et nous sommes heureux de nous retrouver en leur compagnie ce soir et toujours pour parler des langues nationales. À travers le Gbekun. Bien entendu, Le Gbekun, c'est quoi? Très belle question. Le Gbekun, c'est d'abord un alphabet de 33 lettres. Alphabet de 33 Oui, lettres. en lettres et en chiffres. Alphabet de 33 lettres. Les 10 chiffres existent de 1 à 9, plus le chiffre 0. Et puis, il existe des signes d'harmonie qui permettent donc de mettre la virgule, le point d'exclamation, toutes les ponctuations. Non, tous les signes je crois bien que existent. nous avons quelques images. Le réalisateur a eu à nous présenter les images lors du menu. S'il peut revenir sur ces images, merci déjà, Ulrich. Voilà, Donc, c'est ce que vous appelez Gbekun. Ce sont des signes. C'est un alphabet. Un alphabet, c'est un signe. C'est un ensemble de signes qui permet de reconnaître des sons. Voilà, des sons. Je ne suis pas linguiste pour dire en langue française comment est-ce qu'on appelle les sons en bon français. Voilà. Mais je dis tout simplement que ça nous permet, vous voyez là, ce sont des lettres de l'alphabet français. Ça. Voilà. Oui. Là, Je reconnais très bien tout ça. Ce sont des lettres de l'alphabet français. Ce n'est pas, le Gbekun. Ce n'est pas le Gbekun. Là, ce n'est pas le Gbekun. Ce que vous aviez vu Oui. auparavant, c'est plus le Gbekun qui Ce est qu'on a un là. ensemble de 33 lettres. Voilà. Vous avez là le Gbekun. Si l'on pouvait faire un arrêt sur image, c'est sûr qu'on pourrait voir l'alphabet entièrement. Vous verrez que c'est un ensemble de 33 lettres. Quand je prends juste l'horloge, Oui, oui. donc En fait, même les chiffres, vous aviez dit tantôt 11 chiffres de 0 10 à chiffres, 10 10 chiffres en plus du 0. voilà. Tout ça, c'est un signe. C'est bien écrit là. C'est des chiffres. C'est bien écrit, bon, moi je ne comprends pas, je ne Oui, comprends rien là. oui, c'est bien écrit parce que je n'ai pas tendance à dire en signe, à le reconnaître ainsi dans la mesure où tout est signe. Tout est signe, Même l'alphabet français, Oui. c'est un ensemble de signes. de signe, effectivement. Voilà. Parce que si je ne fais pas une mise à jour à ce niveau, on aurait eu tendance à croire que le nôtre est un signe, est un ensemble de signes et les autres alphabets, ce n'est pas un ensemble de signes. signes. Non. Donc le 12 représenté par un trait. Oui, vous avez... J'essaie d'apprendre la langue avec vous en fait. vous avez le chiffre 1 qui est désigné par un trait avec un point bien assorti en bas. Vous voyez par exemple sur votre gauche, Oui, comme ça, oui. là où il y a le petit triangle. Oui, Hein, oui. Vous avez là et après, non, de l'autre côté. Oui, de je l'autre vois, côté. oui. Vous avez le premier chiffre qui vient, c'est le 1. Ok. Dokpo, Ah, oui, Aton, Ene, Aton, Aïzin. Le trait de la verticale, Oui. c'est le 6. Aïzin, Tenwi, Tanton, Tene, Wo. Le Wo, vous voyez le chiffre 1 qui est répété avec un triangle qui est le 0. ok. Mais tout ça, c'est pour aboutir à quoi? C'est pourquoi concrètement? Nous n'avons pas déjà tout Parce ça. que moi, je sais que déjà à l'université, au niveau de la linguistique, ils enseignent les langues nationales et ce n'est pas du tout ça. Non, ce n'est pas cet alphabet. Ce n'est pas cet alphabet. Pourquoi Oui. nous tendons à prendre ceci? Premièrement, parce que ceci nous appartient. Nous l'avons créé. C'est notre chose. L'alphabet des langues nationales qui existe là, qui est utilisé au C'est niveau un des emprunt. écoles. L'API est un emprunt. Pendant que nous n'avons pas encore créé notre alphabet, on a eu à emprunter, et on dit au passage merci, on a emprunté au blanc son alphabet. Mais comme il ne voulait pas qu'on utilise autrement son alphabet, il est allé dans la phonétique. Donc c'est la phonétique qu'on a utilisée pour sortir l'alphabet API, l'alphabet phonétique international, dans lequel
on a pu retirer un ensemble de lettres pour concevoir, donc pour avoir une limite d'alphabet que nous avons utilisé jusque-là. Un peu comme ce que, aujourd'hui, ce qu'on a là comme du Gbekun, c'est un peu comme les Arabes, leurs alphabets. Comme l'alphabet latin. Les Chinois aussi. Les Chinois utilisent ce qu'on appelle les pictogrammes. Les pictogrammes. Nous utilisons ici des signes spécifiques qui définissent un son. Je donne la première lettre de l'alphabet Gbekun, nous dit, qui s'appelle d'ailleurs As, qui s'appelle As, nous dit A. A. Quand vous prenez l'alphabet chinois, la seule lettre désigne un ensemble d'idées. Mais avec notre alphabet, la première lettre dit A, comme la première lettre de l'alphabet français qui s'appelle A et dit A. La deuxième lettre s'appelle B et dit Bo. La troisième lettre qui s'appelle C dit Ko. Et en Gbekun? En Gbekun, la première lettre dit A, la deuxième dit A, la troisième dit I, la quatrième dit I, la cinquième dit Go. Et si je veux écrire Guy, c'est Go avec I, ça fait Guy. Et ce n'est pas notre I là, hein? Non, nous avons notre I. Je peux vous montrer si... Le Rialo a quelques images, à travers cela, on peut peut-être voir. Oui, s'il arrivait à nous montrer. Sinon, voilà ça déjà. Voilà, vous voyez la première lettre. Très Merci bien. Là, beaucoup. ça, c'est la première lettre qui est As, qui dit A. Amant, qui dit A. Ivi, dit I. Io, dit I. Agfa, dit G. Zaman, Z. Siwe, Sa. Niwe, Non. Moué, Mon. Ouvi, Va. Wali, La. Wow. Et je vais écrire par exemple Gali, Ga, parce que c'est un son A, Ga, Ga. Je prends le Ga, qui est la cinquième lettre, avec la première lettre, et je prends la lettre qui est au bout là, le Wali, qui fait le La. Et si je veux dire Li, c'est la quatrième lettre. Si je veux dire Li, c'est la troisième lettre. Eh bien, vous êtes dans cette initiative depuis combien de temps? Gbekun existe depuis combien de temps déjà? Déjà depuis 36 ans que ça a commencé. Depuis 36 ans que ça a commencé. Depuis 36 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a du concret? Est-ce que les gens apprennent l'alphabet Gbekun? Apprennent le Gbekun? Oui, deux écoles. Deux écoles? Oui. Je m'abstiens de dire école, puisque c'est un centre de formation des formateurs qui a existé d'abord. Et ensuite, on est avec l'école primaire, le centre d'éveil. Et il y a des élèves? Continent Noir. Bien entendu, ils passent en 4e année cette année. Ah bon? Ils sont en vacances et d'ici 2 semaines, ils vont reprendre. Eh bien oui. Voilà, vous voyez des enfants en situation de classe. Les enfants commencent l'école à quel âge? 6 ans et à 19 ans sortent docteur. Docteur en quoi? Docteur dans toute discipline. Qu'est-ce qui est enseigné dans ces écoles-là, les écoles de Gbekun? Tout comme on le fait en langue française, il y a un tronc commun au niveau de l'école primaire. On passe aux spécialités, au cours secondaire et puis à l'université. Dans sa spécialité, on soutient avec un doctorat. Et ils apprennent dans quelle langue? Dans les langues nationales. Nationales, oui, dans les langues nationales. Le principe de Gbekun, c'est que dans chaque localité où sera créée l'école, les enfants commencent par apprendre dans la langue du milieu. Maintenant, il y a eu un travail formidable qui a été fait, qui a permis de créer une langue nationale, une langue de travail pour tout le monde. Et les enfants apprendront après 2-3 ans, ils commencent par intégrer le Togbé, qui est cette langue qui fédère toutes les langues du Bénin. Le Togbé. Actuellement, le Togbé se parle à 70% par là de Fongbe.
mais intègre déjà plusieurs langues, dont le Yoruba, le Yom, voilà, du le nord au Dendi, sud, le Dendi, au niveau du centre, de voilà, l'est à l'ouest, partout. le Haïzo. Il y a plusieurs langues qui trouvent déjà leurs racines dans le Togbé. Mais aucune langue ne sera absente des écoles de notre pays. Mais bon, moi j'ai une préoccupation, hein. Les enfants sont à l'école, d'accord, ben, ils iront à quel examen et le diplôme est reconnu par l'État? Nous sommes en train de mettre en place notre propre système éducatif, authentique, propre à nous. Donc, des diplômes existent pour ce système-là. Et tout se passe comme si vous quittez le Bénin pour aller étudier en Azerbaïdjan, quelque part là-bas. Mais vous revenez ici, c'est avec un diplôme de là-bas que vous revenez. Effectivement. N'est-ce pas? Mais nous avons notre propre système ici. Vous étudiez dans ce système et vous avez votre diplôme dans ce système. Et si notre pays pense que c'est la voie à suivre pour se développer, parce qu'on sait qu'aucun peuple ne se développe dans la langue d'un autre peuple. Et si le pays pense qu'il veut se développer et que cette voie est vraiment la meilleure, il adoptera les principes qui ont été édictés pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas perdre du temps. Voilà. Et donc, c'est le travail fondamental qui est en train d'être fait. Au niveau de ces enfants. Ils vont à l'école et ils ont tout comme connaissance. On leur apprend tout dans la langue et ils parlent comme si, en fait, ils sont chez eux. Ils sont vraiment chez eux. Ils sont chez eux. Merci à vous. Merci beaucoup, Toyon Loudeji Fachina, coordonnateur de l'initiative Gbekun. On a appris un peu, à parler le Gbekun ici. Et en tout cas, très intéressant. Si attention, les on ne autorités parle pas peuvent le vraiment... Gbekun. En tout cas, on a appris les alphabets du Gbekun, ou le Gbekun. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fatina Toyon Loudeji. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour l'Espère. On vous emmène à la découverte du Gbekun. Cette fois-ci, nous allons parler de la grippe chez l'enfant dans Nature et Bien-être. Nature et Bien-être parle de la grippe chez l'enfant entre prévention et traitement. On va recevoir sur ce plateau Sename Agossou, médecin ORL, pour aborder le sujet avec nous. Mais d'abord, Yasmine Damanta était de l'autre côté de Cotonou pour voir un peu ce que les populations savent de la grippe. On suit son compte rendu. La grippe est une maladie très grave qui s'attaque surtout aux enfants, surtout dans le mois dans lequel nous sommes actuellement. Si on ne prend pas soin des enfants, la grippe, ça aggrave la situation des enfants à l'heure où nous sommes. Donc, au point où si cette maladie commence aux enfants, il n'y a plus de sommeil, les parents n'ont plus de possibilité à dormir la nuit. Ils souffrent souvent de la grippe. Ça se passe presque tous les ans, surtout en ces temps de fraîcheur. Généralement, on va à la pharmacie. Quand c'est un peu trop fort, on va à l'hôpital, puis après à la pharmacie. Quand c'est cumulé à la tour, à la maison, on utilise aussi le miel et le sucre, mélangés dans une cuillerée là, qu'on leur donne, matin et soir, et ça passe. Et voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons Yasmine Damanta ici. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Rose Danondé. Merci d'être là. Merci à vous également de nous avoir invités. C'est un plaisir. Nous retrouvons avec vous, pas retrouver le visage, en tout cas, mais familier, mais sinon on ne parle pas de la même personne. Pas de la même personne. On a souvent, comme là, Agossou sur ce plateau en tant que gynécologue, mais on a un autre Agossou qui le ressemble franchement vachement. Hein? C'est votre frère. Bien sûr, c'est mon frère. Je vois. Monsieur Sename Agossou. Que franchement, hein? Les Agossou, c'est la médecine, donc aujourd'hui, les téléspectateurs aussi vont le constater. Ah, effectivement, merci de l'avoir déniché. Vous êtes médecin ORL. Oui, je suis médecin ORL et j'exerce actuellement à l'hôpital de zone de Calavi. De Calavi, d'accord. C'est un centre hospitalo-universitaire aussi. Universitaire, CHU.
Merci beaucoup. Alors, Yasmine, on parle de la grippe chez l'enfant. Oui, la semaine passée, on n'a pas pu avoir l'expert. Aujourd'hui, on a l'expert avec nous. Il va La mieux nous semaine passée, parler. vous étiez l'experte. Bon, en tant que journaliste. Donc, avec lui, aujourd'hui, on va mieux parler de la grippe. Comme l'a dit nos interlocuteurs, hein. Cette période, les enfants souffrent plus de grippe. Pourquoi? Effectivement, la grippe, c'est une maladie un peu banale, mais qui peut s'avérer redoutable si elle se prolonge ou s'il y a des complications. Cette maladie se propage facilement parce qu'elle passe par les particules en suspension. Le virus est transporté d'un individu à un autre par le biais de la salive, ou parce que celui qui est malade s'est mouché, n'a pas pris les précautions hygiéniques normales, c'est-à-dire s'est pas lavé la main, il s'est mouché, il a posé sa main quelque part. On se mouche, il faut se laver les mains juste après. Tout à fait. Sinon, vous saluez quelqu'un, si cette personne porte la main au niveau des voies respiratoires, il va se contaminer. Ok. Normalement, l'évolution, elle n'est pas longue, elle est courte. Mais pourquoi cette période, chez les enfants, on constate plus de grippe? La faveur de la saison des pluies ou la pluie combinée au courant aérien, beaucoup de vent, favorise le développement et la propagation de la maladie. C'est ça qui explique que plusieurs enfants sont touchés, et surtout si les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Facilement, dans une même famille, tout le monde est malade, ou c'est les visiteurs qui viennent, qui rapportent la maladie ou qui l'amènent. Mais ça dit que si on respecte les conditions d'hygiène, on peut prévenir la grippe chez l'enfant. Bien sûr, avec le respect des conditions hygiéniques, on peut bien prévenir la grippe, éviter le contact quand vous êtes malade. Vous vous lavez les mains, vous devez prendre des précautions pour vous moucher. Cela réduit considérablement les possibilités. Oui, les possibilités, oui. Les possibilités d'infection, oui. Donc, ça dit que le parent doit le plus se protéger. Mais est-ce que c'est forcément d'un humain à un humain ou... Puisqu'il y a la poussière, comment on peut protéger les enfants contre ces différents virus? Merci beaucoup. Le virus commun qui est connu, qu'on appelle l'influenza type A, B ou C, infecte que l'être humain. Okay. Mais malheureusement, on a constaté depuis une certaine décennie qu'il y a d'autres formes de grippe qui ont été retrouvées surtout dans les pays développés. On en a observé aussi quelques-uns ici, mais heureusement, ça ne s'est pas éternisé. Je parlerai des épisodes de grippe aviaire, voilà, et d'autres formes de grippe. Donc, la forme commune qu'on a habituellement, elle ne passe pas d'une espèce à une autre. Elle est purement humaine. Elle n'attaque que les êtres humains. Maintenant, cette période, si les enfants en souffrent tellement, est-ce qu'on peut parler d'épidémie saisonnière? On peut utiliser ce terme, mais à l'échelle qu'on l'observe en Europe, ce n'est pas dans les mêmes proportions, heureusement. Donc ici au Bénin, il y a plus? Au Bénin, il y a des épisodes de grippe qui s'observent, mais c'est des virus qui ne sont pas de la même virulence que ceux qu'on observe en Europe. Ce qui fait que, bien que l'épidémie existe, elle va probablement en s'éteignant progressivement. Je voudrais savoir, tout à l'heure, la dame a dit qu'elle envoie son enfant en tout cas à l'hôpital pour les soins ou carrément elle utilise du citron et un peu de miel. Est-ce que pour une grippe, il faut forcément aller à l'hôpital? La grippe, habituellement, elle est bénigne. Elle évolue sur une semaine, une dizaine de jours, au plus. Et effectivement, le traitement, il est symptomatique. Quand c'est la forme habituelle, le repos de la vitamine C pour se renforcer, ça permet de passer le cap. Mais par contre, quand il y a des signes qui sont associés, qui touchent les narines, la gorge ou les poumons, vous avez besoin quand même d'une assistance médicale. Bien sûr, vous êtes peut-être outillé pour choisir des produits parce que vous toussez ou sur conseil du pharmacien. Mais il s'avère nécessaire des fois que l'œil du médecin vous apporte une qualité dans le choix des médicaments pour que vous obteniez assez rapidement un mieux-être. Donc, si je comprends bien, la grippe, ce n'est pas une maladie qui doit faire inquiéter la maman?
elle ne devrait pas faire inquiéter la maman. Mais cependant, chez l'enfant, il y a des gravités qui sont liées au fait que l'enfant ne sait pas se moucher, par exemple. Il faut l'aider en désobstruant les voies respiratoires. Donc, il faut savoir faire un lavage de nez. Il faut l'avoir appris, il faut l'appliquer. Sinon, l'enfant sera... Voilà, il faut avoir appris la bonne position pour laver le nez. Parce qu'il ne faut pas mettre l'enfant dans la même position anatomique que l'adulte, sinon le liquide qui va servir à laver le nez ira dans les voies respiratoires, alors qu'il faut désobstruer la voie respiratoire. Donc, c'est pas bien que le produit aille dans la bouche? Ce n'est pas plutôt ça. Quand l'enfant est debout comme vous et moi, il ne contrôle pas ses réflexes pour éviter une fausse Coucher, c'est mieux. L'enfant doit être couché latéralement et la narine doit être lavée. Et normalement, on lave la narine en position supérieure et on change de position pour faire le lavage de nez. Mais comment traiter l'enfant qui a une grippe? L'enfant qui a une grippe, comme j'ai eu à le dire tantôt, il faut se baser sur les symptômes. S'il chauffe, il faut lui donner des médicaments pour la fièvre à la bonne dose et répéter en respectant les intervalles d'administration. Il faut laver la narine s'il est enrhumé. S'il tousse, il faut donner des fluidifiants pour lui permettre de vider les sécrétions qui sont produites en essai. Normalement, ça suffit largement. La vitamine C, on pourrait en donner aussi. Ça peut être du citron naturellement, mais il y a des produits aussi qui contiennent de la vitamine C adaptée à l'enfant. Mais non, on dit la grippe, c'est une maladie banale chez les enfants, mais parfois pas si banale que ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le rhume et la grippe? Le rhume, c'est un terme banal pour désigner en fait beaucoup de maladies. La grippe en soi s'accompagne d'une contingence d'autres signes généraux, ce qui porte à croire que c'est un paludisme. Cet individu qui est grippé, il a la fièvre, il a des maux de tête, il est courbaturé, il frissonne, il transpire. Ça ressemble à son épisode de palu qu'il a eu à faire. Cependant, il a des doutes. Il finit toujours par prendre un traitement contre le palu, mais qui, il semble, ne marche pas. Donc, la grippe, je dirais que c'est un symptôme, c'est une maladie qui non seulement comporte un rhume, en griffe, une maladie du nez, mais il y a d'autres signes qui touchent la gorge, les poumons, je tousse, j'ai la fièvre, j'ai les courbatures. Là, c'est les signes, c'est ça? C'est les signes qui accompagnent la grippe. Mais le rhume, c'est uniquement les narines. Les narines, voilà. Exactement. Donc la grippe peut être accompagnée du rhume. Du rhume, voilà. Qui est le nez. Voilà, des douleurs à la gorge. La fièvre, la toux par exemple, ainsi de suite. Même beaucoup de toux parce que les poumons sont irrités. Quelquefois, même on peut avoir même une atteinte au niveau des yeux. Les yeux sont rouges, ça gratte, ça fait mal. Le même virus peut donner tous ces signes. Mais pourquoi parfois les enfants, même quand c'est une grippe, on sent l'enfant, on dit infection parce que l'enfant parfois il refuse de manger carrément. C'est toujours la grippe quand l'enfant refuse de manger? Oui, c'est le mal-être. C'est le fait de ne pas bien se sentir dans sa peau. Et l'enfant peut refuser de manger aussi parce que les narines sont bouchées, ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il est grippé. Ce qui explique justement qu'on donne du miel et du citron, ça renforce et l'enfant doit pouvoir manger. Mais est-ce qu'il y a des enfants qui sont prédestinés, qui peuvent faire ça? Non, il n'y a pas de prédisposition naturelle. Il y a une confusion qui se passe au niveau de certains parents parce qu'ils ont des enfants qui ronflent ou qui respirent la bouche ouverte. Mais ce n'est pas de la grippe qu'ils font à répétition comme ça. C'est des enfants qui ont un problème lié à des pathologies d'adaptation et qui ont des obstacles qui doivent être levés. D'accord. Donc, si vous avez un enfant qui souffre, vous avez l'impression que c'est une grippe à répétition, il vaut mieux le faire consulter. Mais comment prévenir? Parce que l'important, c'est de ne pas en arriver à là. La prévention pour la grippe, elle est simple. Mesure d'hygiène. Si je suis malade, je m'isole. S'il y a un enfant qui n'est pas atteint, il faut l'isoler. Le malade, il faut qu'il sache qu'il doit se laver la main. Il ne doit pas se moucher en public. Il doit avoir un mouchoir pour se protéger. Et s'il se mouche, il doit se laver la main aussi pour ne pas transmettre ou déposer des traces de germes là où il passe ou partout où il peut poser ses mains.
Rose Danondé, vous avez eu des informations sur la prévention, sur le traitement. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à dire? Bon, je n'ai pas encore tout eu sur la prévention en tout cas. Déjà le respect des règles d'hygiène. Merci beaucoup Yasmine Damanta. Merci également à vous, Monsieur Sename Agossou. Vous êtes ORL. Avec vous, on parlait donc de la grippe chez l'enfant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être. L'autre invité à installer tout de suite, c'est une jeune femme leader. Elle s'appelle Esther Djossa. Elle sera reçue tout à l'heure par Agnat Bello dans Autant savoir. On parle de jeunesse et développement. Une réforme de l'éducation est nécessaire avec Agnat Bello et Esther Djossa, jeunes leaders. Mais d'abord, voici cet extrait. Ils sont réunis ici, les jeunes qui s'engagent à œuvrer à divers niveaux pour le développement du Bénin, à la faveur d'un programme conçu par les ambassadeurs du PAG en partenariat avec un consortium d'ONG, tout ceci placé sous le parrainage de Kehinde Olin Akona. Tous les messages concourent vers l'autonomisation des jeunes et la paix durable. Il n'y a pas de développement dans la violence. Le Bénin est un pays de paix et grâce à vous, nous allons maintenir cette paix. Accordons-nous la tolérance, acceptons-nous les uns et les autres. Lorsque ces conditions seront réunies, nous irons à l'auto-emploi. Et je vais vous dire, c'est le gage du succès. Nous comptons d'ores et déjà sur notre parrain, Maître Kehinde Akona, sur les financements de ces différents projets. Former tous les jeunes du Bénin, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, à l'auto-emploi. À l'auto-emploi. C'est le seul gage qui permettra à chacun et à tous de s'autoriser au niveau de l'indépendance. Permettre aux jeunes d'apporter leur pierre à la construction d'une nation paisible et prospère, c'est tout le sens à donner à cette initiative. Une réforme est en cours au niveau de l'enseignement pour privilégier l'enseignement technique, professionnel de courte durée qui va vous permettre de trouver facilement de l'emploi et surtout de vos auto-emplois. Mais en attendant l'aboutissement de ces réformes, nous nous sommes retrouvés, nous les ambassadeurs du PAG, avec d'autres ONG, les 5 ONG qui sont passées par ici avant moi, pour vous mettre à jour ce programme qu'on a appelé programme de formation d'auto-emploi des jeunes. La jeunesse de Parakou que je connais, la jeunesse de Tchaourou que je connais, la jeunesse de Kilibo, de Saber, de Glazoué, de Ouida et d'Alada que je connais, la jeunesse de Cotonou que je connais n'est pas une jeunesse délinquante. C'est pour cela qu'au nom de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, je vous invite au respect des institutions de l'État. Ne vous en prenez plus jamais aux édifices publics, les infrastructures qui ont été réalisées avec des ressources suffisamment rares. Ces jeunes ont donc été ainsi formés à l'auto-emploi et sensibilisés sur les valeurs citoyennes pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Merci à vous, Gilles Dansou, voilà, et Michel Egbe, pour ce reportage qui nous parlait des formations de courte durée pour outiller les jeunes à affronter l'emploi. Et nous retrouvons la charmante Agnat Bello sur ce plateau. Heureuse d'Amandé, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous portez très bien? Si, ça va, un peu triste, mais bon, ça va. Ah oui, la chinoise. Je ne suis pas chinoise, mais j'aime bien Arafat, mais pas que lui. On est de cœur avec tous ces artistes-là qui sont partis. C'était un lundi vraiment noir pour les artistes. Oui, heureuse d'annoncer, je le disais tantôt, c'est le genre de lundi quand vous vous levez, vous vous recouchez encore, vous éteignez le réveil, vous passez à la seconde journée. Mais bon, ce n'est que dans l'ordre normal des choses, hein. On grandit, on meurt. Chacun vient, il fait pour ce qui lui concerne et puis ça passe. Esther Djossa nous dira certainement que mourir jeune, personne ne le souhaite. Ça c'est vrai. Mais après c'est la vie, on passe. Merci d'être là Esther Djossa. Vous êtes femme leader, spécialiste en politique de jeunesse
et on parle de la jeunesse et du développement, une réforme de l'éducation est nécessaire. Et oui, déjà, moi, j'aimerais savoir comment Esther Djossa a célébré sa journée d'hier. La journée internationale de la jeunesse, c'était hier. Oui, absolument. La journée internationale de la jeunesse, il y avait plein d'événements organisés à Cotonou, surtout par les organisations, mais j'y étais pas parce que j'étais un peu indisposée. Du coup, j'ai pris plutôt mon temps pour lire les discours, notamment le discours de Ban Ki-moon des Nations Unies et puis de la directrice de l'UNESCO sur les orientations données au thème de l'année, donc transformer l'éducation. Justement, avant d'en arriver à ce thème-là, quand on parle d'une journée pour célébrer les jeunes, est-ce que pour vous, cela a un impact? Quel est l'impact recherché? Je pense que ça a un impact dans la mesure où, avant le discours, c'était le jeune. Les jeunes, c'est le futur, donc la jeunesse, c'est le futur du monde, il faut les préserver. Mais aujourd'hui, on a compris que la jeunesse, c'est pas que le futur, c'est pas que l'avenir, la jeunesse aussi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et donc, une journée pour mettre lumière sur ce que les jeunes font dans leur communauté, donc sur diverses thématiques. Je pense que ça a un grand impact parce qu'au cours de cette journée, on pense réellement aux jeunes et à leurs actions. D'accord, parlant de cela, en Afrique, les statistiques ont démontré que plus de la moitié de la population est jeune. Donc pour vous, est-ce que cet engagement au niveau du peuple africain ne devrait pas être beaucoup plus qu'au niveau international? Je ne veux pas dire que les jeunes ne s'engagent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours des moyens pour faire voir les actions qu'ils mènent. C'est peut-être cela qui nous fait penser parfois que les jeunes ne sont pas présents. Autrement, je pourrais vous rassurer que les jeunes sont très actifs. Et je me rappelle Moussa Faki de l'Union africaine. De plusieurs associations. En tout cas, je ne vous fais pas dire. Moussa Faki disait en fait, les gens pensent que la démographie de l'Afrique est une bombe, mais que lui, il est très optimiste. Au contraire, c'est ça qui fait lever l'Afrique. Et oui, quand on parle de cette journée, le thème, c'est de réfléchir sur l'éducation. Mais est-ce que pour vous, ce choix est opportun? Je ne voudrais pas juger la pertinence du choix, mais par contre, je pense qu'ils sont dans une logique. Hein. On a parlé de jeunes dans la consolidation de la paix, le jeune dans la protection de l'environnement, et je pense que la base de tout ça, c'est l'éducation. Oui. Si le jeune n'est pas éduqué, s'il ne sait pas ce que ça vaut la paix, s'il ne sait pas ce que c'est que la justice, s'il ne sait pas pourquoi protéger l'environnement, il ne peut pas le faire. Et du coup, l'éducation, c'est la base de toute chose. Et moi, je me dis, c'est très pertinent pour qu'une année, quand même, on y pense et qu'on voit aussi qu'est-ce que les jeunes peuvent faire dans ce sens. Donc, ça me permet d'aboutir à la question suivante. Donc, pour vous, la part de l'éducation dans le développement des jeunes est très importante. Absolument. Moi, je ne prendrais pas l'éducation dans le sens d'aller à l'école et trouver un emploi. Justement, vous êtes dans le sens global. Absolument. Pour moi, une personne qu'on met au monde, qu'on nourrit alors qu'on ne lui apprend rien et à qui on ne parle pas, à coup sûr, il va mourir. Parce que c'est l'éducation qui le permet de se socialiser, de rentrer dans la communauté, de connaître les manières, les faits et gestes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour moi, l'éducation, c'est primordial. Et pour le développement d'un pays, il faut que les jeunes soient éduqués. Et quand je dis éduquer, je ne parle pas forcément d'aller à l'école, mais connaître le basique sur sa communauté. Qu'est-ce que je dois faire en termes de respect de l'environnement, qu'est-ce que je dois faire en termes de respect de la loi, respect du bien public et tout ce qui va avec. D'accord, alors justement au niveau de toutes ces allocutions-là qui ont meublé cette journée d'hier, on s'est rendu compte que la plupart se sont focalisés sur l'éducation en termes d'instruction. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation telle qu'on l'a connue ne permet pas à tous les jeunes de pouvoir accéder au marché de l'emploi. Est-ce que pour vous, c'est la faute à l'éducation si les jeunes n'accèdent pas à l'emploi? Je vais dire c'est notre système éducatif qui est peut-être ainsi. Longtemps, nous sommes restés calqués sur un modèle de il faut aller à l'école. Les parents nous disaient tout le temps il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Mais ils n'ont pas pris le temps en fait de voir que le marché de l'emploi est en train de changer, en train de migrer. Avec l'arrivée de la technologie, on a le développement de nouveaux métiers, les community managers, les digital et tout ce qui est lié aussi au métier de la mer, donc l'or bleu, comme on le dit. Du coup, il faut que nous-mêmes, nous changeons notre système éducatif, mais pas tout, mais en prenant en compte les gens ont besoin de quoi aujourd'hui? Quels sont les secteurs qui sont plus développés?
pour pouvoir commencer par orienter les jeunes dans ce type de formation. Donc, quand moi, on me parle de changement de système éducatif, c'est plus à cela, je pense. Et aussi, la méthode traditionnelle qui consiste à aller à l'école matin, soir, s'asseoir, c'est le professeur qui vous parle, vous écoutez, vous notez. Non, il faut aussi que les élèves commencent par réfléchir. Le faire, c'est important. Que ce ne soit pas que l'enseignant qui... C'est de cette manière que vous avez été éduqué. Pas que ça. Oui. En fait, moi, aujourd'hui, quand je capitalise... Attends, j'ai l'habitude de dire en 5e année, moi, j'ai fait 21 ans d'études quand même. Pour 26 ans de vie, étudier 21 ans, franchement, les amis. Non, mais vous avez l'impression, en fait, que vous avez passé toute votre vie là, en fait. À étudier. Ouais, mais vous n'en avez pas que... sans ça, rien ne vous dit que sans cela, vous ne pouvez pas réussir votre vie. Moi, je me rappelle d'un ami il n'est pas béninois, quand il a eu son bac, il a perdu une année pour aller faire une aventure formidable. Il aimait le cyclisme, donc il a été embauché pour conduire une équipe de cyclistes et il a fait 1 an. Mais ces 1 an, ça lui a permis en fait de connaître d'autres pays et de dire « Oh, moi je ne veux plus rester dans mon pays, je veux aller étudier maintenant au Kenya ». Vous voyez, en fait, si on nous permettait dans notre système éducatif de ne pas avoir que l'âge, que le temps, et on dit « Va faire une expérience, ok, tu viens d'avoir ton bac, 1 an pour aller faire une expérience professionnelle, tu reviens et c'est ça qui te outille, qui te dit voilà, merci, moi je suis très bon dans tel domaine, oui, par rapport à telle expérience que j'ai faite, je pense que tel métier m'irait, ça t'aide et toi-même tu sais exactement où tu vas. Mais après, encore un peu, Esther Djossa, aujourd'hui, ce n'est pas après le bac qu'on choisit, on choisit en terminale. Normalement, mais après, tu sais, nous, on a l'habitude juste d'écrire des choses, on vous dit qu'est-ce que tu veux devenir et parce que mon oncle est ci ou ma tante que j'aime bien si on le dit, mais est-ce que les nombres d'enfants qui le disent, ils le deviennent réellement? Moi, je me rappelle quand j'étais au cours primaire en secondaire, je disais toujours j'allais être avocate. Je ne suis pas devenue avocate. D'accord. Et vous ne regrettez pas du tout. Pas porter la toge pas du tout. Au contraire, je dis, je n'aurais pas pu mieux choisir. D'accord. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord, une réforme de l'éducation pour accompagner les jeunes vers un développement durable, cela est nécessaire. Oui. Mais comment y arriver? C'est sur ça, on ne s'entend pas. Oui. Moi, mais j'ai toujours dit, c'est le comment qui cause le problème. La guerre, là, ça vient du comment. Le comment, moi, ce que je préconise, on n'a pas changé tout le système éducatif tel qu'il est. Il ne faut pas le jeter, ce n'est pas possible de le jeter. Mais peut-être, commençons par le primaire. Disons-nous, on se donne 5-10 ans pour réformer le système au niveau primaire. Quand on finit, on sait que ceux qui ont commencé, je me rappelle de l'approche par compétence quand c'est arrivé. C'est pas rentré comme ça, non. Ça a commencé par une génération en CI. Et progressivement, ça a rattrapé les autres. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je pense que le gros problème, on sait le comment, mais moi je dirais plutôt est-ce qu'on veut? Parce que c'est la volonté qui compte. Ils savent très bien, parce que c'est des spécialistes, c'est des gens très instruits, ils savent comment faire pour changer ce système. D'accord, Esther Djossa, ce qui est sûr, on l'a compris, dorénavant, le monde entier est tourné vers l'avenir et pour que les jeunes puissent faire partie de cet avenir-là, on a besoin de jeunes de type nouveau, mieux éduqués, mieux outillés à affronter les tracasseries de la vie, je vais y arriver. Et pour cela, la réforme de l'éducation est nécessaire. Comment y arriver? J'espère qu'on finira par s'entendre sur le processus et qu'on mettra le pied à l'étrier. Heureuse Anondé, merci de nous avoir reçus. Merci à vous deux, mesdames. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau du grand rendez-vous de ce jour. Bye bye. Bye. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Autant Savoir. 3 grands plateaux viennent de s'achever. Avant de retrouver le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir, je nous propose de suivre le journal réalisé cette fois-ci par Amandine Aniambosso. La fine fleur, à vous. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer 2 concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés
au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris, depuis quelques mois, une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Le drame survenu le lundi 5 août dernier dans la commune de Bopa interpelle la Croix-Rouge. Cette ONG internationale intervient non seulement dans les situations d'urgence, mais également dans les cas de naufrage. Les contes et légendes seront à l'honneur à partir du 14 août prochain dans 30 localités du Bénin, une occasion de valorisation de la culture africaine immatérielle. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas, mais la maladie peut être évitée, même traitée. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Cantidé et Louis Koudogbo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Et par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle
est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Protéger et assister les victimes de conflits armés en situation d'urgence, c'est l'une des missions assignées à la Croix-Rouge. Le drame survenu le lundi 5 août dernier dans la commune de Bopa, qui a fait plusieurs morts, en fait également partie. Cette organisation œuvre afin de réduire les risques liés au transport fluvial. Epiphane Yelomé, secrétaire général de la Croix-Rouge, nous rappelle les comportements adoptés face à une situation de naufrage. Il est au micro de Nelly Rouanou et Evrar Anani. La Croix-Rouge béninoise, comme les sociétés nationales Croix-Rouge en Afrique et ailleurs, nous avons un programme que nous appelons programme de premier secours et santé à base communautaire. Dans ce programme, il y a un ensemble d'activités qu'on mène sur la base de l'identification des risques potentiels de la communauté. Donc, dans le cas d'espèce, le premier secours et santé à base communautaire a prévu les secours en cas de noyade et comment éviter pour que cela n'arrive pas. Et si ça arrivait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, les volontaires ont appris ça et interviennent dans les différents cas pour apporter leur expertise lorsque la survenue d'un dommage de ce genre arrive. Parce que pour intervenir dans l'eau, il y a un certain nombre de choses qu'il faut apprendre. Il faut savoir d'abord nager. Or, on n'a pas développé au niveau de la Croix-Rouge béninoise le secourisme nautique en tant que tel pour espérer que les volontaires et tous savent nager. Alors, à Bopa, il y a eu un seul qui savait nager et qui s'est engagé aux côtés des sapeurs pour la recherche des corps. Alors, pour éviter que ces genres de situations arrivent, il faut des préparations en amont. Actuellement, la Croix-Rouge fait partie de la plateforme nationale de risque de réduction des catastrophes. Et nous avons installé partout, avec le gouvernement et les partenaires à l'humanitaire, ce que nous appelons le SAP, le système d'alerte précoce, pour que toute zone qui se révèle dangereuse puisse faire l'objet d'un avertissement. La Croix-Rouge a le rôle de former les communautés, les sensibiliser sur ces différents risques. Ce qui est arrivé, c'est un risque technique. Ce n'est pas lié à la nature. C'est l'imprudence de l'homme qui a fait des surcharges dans son véhicule et dans sa pirogue. Et malgré les avertissements, il s'est entêté parce que avec 15 à 20 minutes, on traverse le lac Aémé. Parlons maintenant culture. La disparition des contes africains est l'une des préoccupations de l'association Mémoire d'Afrique. Cette association a pour but de collecter, sauvegarder et faire la promotion de la culture africaine immatérielle. Après 20 ans d'activité, elle célèbre cette année la 10e journée et la 14e édition de la Nuit des Contes. Le lancement officiel est prévu pour demain 14 août à Pobé. Iliad Akbovo. Le conte est une école. Avant la colonisation, l'Afrique avait déjà son école. Une école basée sur la tradition orale. Le conte renseigne sur les cultures et participe à la formation et l'identité des enfants et adultes. Hier, une source d'éducation, aujourd'hui, le conte africain est malheureusement en voie de disparition. D'où l'association dénommée Mémoire d'Afrique, créée pour sauvegarder le vestige culturel africain. Une association basée sur plusieurs idéologies. L'idée essentielle se décline en 3 temps. Et c'est en relation avec Monseigneur Isidore de Souza, en réfléchissant, après une crise identitaire personnelle en France, que nous avons voulu voir dans quelle structure on peut mettre en place les 3 temps de cette idée. Le premier temps, c'est la sauvegarde de notre patrimoine. Le deuxième temps, c'est comment permettre à une jeunesse béninoise de se situer dans un monde en perpétuelle mutation, tout en considérant qui il est. Et le troisième temps, c'est comment, en étant soi, rentrer en dialogue avec les autres cultures face au processus de la mondialisation. 3 ouvrages édités, 1500 contes collectés en 20 ans, ce sont là, entre autres, les résultats des actions menées par Mémoire d'Afrique pour la préservation du patrimoine immatériel béninois.
des contes sur le plan national, Mémoire d'Afrique a essayé d'en faire 1500 collectes de contes et légendes. Et juste après, il y a eu l'édition des livres. Après ces livres, il y a la Nuit des contes qui est demeurée pérenne. Aujourd'hui, la Nuit des contes est présente dans 30 localités du Bénin. Né en 1999, Mémoire d'Afrique célèbre cette année la 10e journée du patrimoine immatériel et la 14e édition de la Nuit des contes. Pour marquer cette double célébration, il est prévu le 14 août prochain des spectacles de contes qui vont se dérouler simultanément dans 30 communes sur les 77 que compte le Bénin. Merci à vous, Iliad Bokovo. Hors du Bénin, le groupe de la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont signé un accord de subvention pour la mise en place du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Le document a été approuvé par le conseil d'administration de la banque le 1er avril 2019. À l'heure actuelle, 54 États sur les 55 du continent ont paraphé et sont sur le point d'entamer des négociations officielles avant la mise en œuvre effective de l'accord prévu en juillet 2020. L'accord commercial devrait permettre d'augmenter les échanges intra-africains jusqu'à 35 milliards de dollars par an, faciliter la circulation des biens, des services et des personnes et réduire les importations de 10 milliards de dollars tout en stimulant les exportations agricoles et industrielles, respectivement de 7% et 5%. Au Sénégal, les ratios de gestion de la CIPRES, la gestion du risque, la nomenclature des actes médicaux sont entre autres modules de formation à l'endroit des gestionnaires et institutions de prévoyance maladie. L'initiative vise à renforcer les capacités des acteurs en vue d'une gestion efficace et efficiente du système de l'assurance maladie. Fatou Dioufo. L'étude sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire de 2009 a révélé des lacunes sur la gestion des IPM, un mode de gestion jugé inefficace qu'il faut corriger. Cet atelier vise à outiller les gestionnaires des institutions de prévoyance maladie sur la codification des actes médicaux, les ratios de gestion de la CIPRES et les leviers de gestion des risques. Ce seront des modules techniques qui permettront aux gérants et aux membres du conseil d'administration des IPM de pouvoir communiquer normalement avec ceux qui ont en charge de les contrôler, d'abord par rapport au respect des ratios et deuxièmement de parler le même langage avec les prestataires de soins. L'ICAMU est dans son rôle initié des sessions de formation annuelles destinées au renforcement des capacités des acteurs, l'assurance maladie obligatoire, un défi majeur pour l'État. Nous convenons tous de l'importance dans la vie sociale de notre pays des institutions de prévoyance, n'est-ce pas, qui s'occupent de la santé des travailleurs et de leurs familles. Il est important que ceux qui ont ces outils-là entre leurs mains soient capacités non seulement pour être au fait de ce que commandent en fait les normes au niveau de notre pays, mais également pour marcher au rythme de ce qui se fait dans la sous-région. Les gestionnaires des IPM sont invités à s'approprier les différents modules dispensés. C'est pour aller vers une bonne gouvernance des IPM conformément au ratio prudentiel de la CIPRES. C'est la fin de ce journal. La très bonne suite des programmes de BB24. Merci à vous, Amandine Anayambossou. On a eu du plaisir à vous suivre. On vous dit bonne soirée, mesdames et messieurs. Le dernier plateau du grand rendez-vous, beauté au pluriel. Dans beauté au pluriel ce soir, on s'intéresse aux secrets pour une peau nette à travers l'utilisation du citron. Et ce sera avec Nadia Inès Toudonou. Elle est esthéticienne et Fulgencia Runtondi. Mais d'abord, voici cet élément réalisé par Yasmine Damanta sur la vie de la population liée à l'utilisation du citron. J'en consomme et je n'en consomme plus
parce que je ne sais pas si c'était lié à ça directement, mais mon époux m'avait dit que j'avais eu un problème de santé et du coup, j'ai réduit la consommation du citron. Le citron fait beaucoup de choses. Cela vous aide à vous dégager des mauvaises odeurs. Grâce au citron, votre peau devient plus lisse, surtout quand vous l'appliquez au visage. Le soir avant le bain, vous le passez sur tout le corps. Tu peux aussi râper la peau, ajouter de l'eau chaude et le boire. Cela dégraisse votre ventre. Ça m'aide surtout du côté du ventre pour pouvoir faire partir un peu le ventre. Je les prends souvent le matin. Je le prends le matin avec un peu d'eau de citronnelle. Je le mélange et je le prends avant d'aller au boulot. Et le soir au coucher aussi, je le prends. Parce que quand tu le prends le soir au coucher, le matin, ça te permet de bien te libérer. Et tu es à l'aise dans ton corps et dans ton ventre. Mon grand frère consomme à lui tout seul 25 citrons chaque matin sans prendre d'autres médicaments. C'est en cela que j'ai vu les bienfaits du citron. Si toi-même tu le consommes, tu es ravi de ce que tu as bu. Fofo est un grand patron quoi, mais qui consomme 25 citrons chaque matin. Est-ce qu'on a besoin de tout ça avant d'avoir l'effet? On a l'esthéticienne ici pour nous donner les astuces. Il y a l'utilisation du citron pour avoir une peau nette. Madame Nadia Inès Toudonou, bonsoir. Bonsoir. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver plusieurs années. C'est moi. Dans beauté au pluriel avant. Oui, ben tout ça, à c'est fait. intéressant. Fugécia, je vous tire chapeau. Merci, heureuse. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Vous avez une peau nette. Elle a une peau nette? Si. Ça peut aller. La vie du spécialiste. Eh oui. Donc, vous pouvez tout dire, hein. C'est pas grave. C'est pas net, dites-le là. En tout cas, vous connaissez le citron, vous l'utilisez. Oui, tout à fait. Vous avez voulu partager toutes ces informations avec les téléspectateurs. Oui. Et tout ceci grâce à l'aide de l'esthéticienne du jour. Oui. Et vous convenez avec moi, hein, aujourd'hui, lorsqu'on utilise le citron, ça a des effets positifs sur l'organisme et lorsqu'on l'applique aussi sur la peau, ça a des bienfaits, n'est-ce pas, madame? Si. Exactement, c'est le cas. Et la consommation régulière du citron, c'est connu, c'est bénéfique à l'organisme et même indirectement pour la peau. Et en dehors de ça, l'application directe du citron sur la peau est bénéfique. Pourquoi? Parce que le citron est riche en vitamine C, en acide citrique, même contient aussi du cuivre, du fer, de la manganèse. Tout ceci est bénéfique pour la peau. Mais il ne faut pas utiliser le citron concentré. Ah oui, là, j'en venais. Il faut le diluer quand même, le citron. Il faut diluer le citron, parce que l'acide citrique peut avoir un effet d'érosion sur la peau. Ça peut éroder la peau. Donc, si je comprends bien, on a souvent nos dames qui prennent le citron découpé en deux, qui passent ça sur le corps directement. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Voilà. Et même le jus de citron mis sur un disque de coton. Oui. Et pour l'application sur la peau, il ne faut pas frotter. Il ne faut pas frotter surtout. Parce que le citron érode facilement la peau. Ok. Et surtout, celles qui ont la peau sèche ne doivent pas en abuser. Ah, d'accord, donc tout le monde ne peut pas utiliser le citron. Tout le monde ne peut pas utiliser. Il faut savoir quel type de peau on a avant de l'appliquer sur la peau. Exactement. C'est surtout celles qui ont la peau grasse. C'est à elles que le citron est vraiment bénéfique. Et ça permet de faire quoi sur le corps? Voilà. Ça réduit l'huile ou quoi? Ça réduit le sébum, c'est-à-dire la matière grasse qui se trouve sous la couche, la troisième couche de la peau. Donc, le citron, je rappelle qu'il faut diluer déjà. Il ne faut pas l'appliquer. Ça rend à l'épiderme sa tonicité. Et ça prévient les rides de la peau. Donc le citron permet d'éviter les imperfections de la peau. Tout à fait. Et le citron aussi, ça élimine les taches brunes disgracieuses. Alors pour éliminer ces taches-là, que faut-il faire? Puisque vous avez dit qu'il ne faut pas appliquer directement le citron sur la peau, il faut quand même mélanger avec certains ingrédients, n'est-ce pas? Bien sûr. Notre eau simple, l'eau plate potable, vous
vous allez extraire le jus de citron et vous ajoutez l'équivalent du même volume de jus que vous avez obtenu. Donc, ça fait un mélange 50%, 50%. Et vous pouvez conserver au frigo pendant 1 mois même. Et vous secouez le flacon. Et on aura toujours le même effet lorsqu'on va l'appliquer? Bien sûr, bien sûr. Du moment où c'est conservé au frigo, vous aurez le même effet. Mais si on a le temps de le faire chaque matin, c'est encore mieux. Et vous appliquez le mélange ainsi fait sur un disque de coton et vous appliquez généreusement en faisant des mouvements circulaires sur la peau. Vous laissez reposer 30 minutes et vous rincez à l'eau tiède. Mais il ne faut surtout pas aller passer sous le soleil avec. Parce que, Donc, il faut le faire souvent au coucher alors, le soir? Il faut le faire le soir au coucher. Ok, pour avoir l'efficacité. Mais si on doit dormir avec, il faut diluer plus. Ok. Si on doit dormir avec, il faut aller jusqu'à ajouter 3 fois la quantité du jus pur. Et là, on peut dormir avec en sécurité. Mais si vous n'avez pas le temps, vous consacrez 30 minutes, vous faites votre traitement et vous rincez, vous allez vous coucher. Mais il y a certaines personnes, ils mélangent le citron avec de l'huile d'olive, avec l'aloès. Est-ce que c'est recommandé? Oui, c'est pour adoucir cet effet érosif du citron. On peut le faire effectivement. Mais comment avoir l'efficacité? Comment l'utiliser et être sûr de l'efficacité? Est-ce en ajoutant d'autres produits, d'autres éléments ou simplement en diluant avec de l'eau? Bon, en diluant avec de l'eau, on a l'effet. Dès que vous diluez avec de l'eau, que vous reprenez l'opération 2 fois par semaine, vous avez l'effet rapidement. En 4 semaines, vous avez l'effet. Si c'est pour éliminer les taches brunes, vous avez l'effet. Bon, maintenant, ceux qui ont la peau sèche peuvent diluer effectivement pour adoucir l'effet, peuvent diluer avec du miel, de l'aloe vera naturel. D'accord. Oui. Mais il faut le faire quand même, ces soins-là, il faut le faire tous les jours ou 2 fois par semaine? Ah non, il ne faut pas en abuser. Il faut le faire 2 fois par semaine, au maximum. Maintenant, c'est pour tous les âges? Pour tous les âges, pour tous les types de peau, sauf les peaux sèches, comme j'ai dit. Pour tous les âges, surtout pour le bénéfice et prévention des rides et des ridules. C'est bon pour les personnes âgées aussi. C'est bon pour les personnes âgées aussi. Mais vous savez, je n'étais pas heureuse de votre mère, elle vous l'a dit, passe le citron au niveau des excès, ça fait, ça enlève les mauvaises odeurs. Ce n'est pas faux non plus, oui, ça désodorise. Comme la dame l'a dit dans le reportage, effectivement, le citron élimine les odeurs, les mauvaises odeurs corporelles. Et le spray dont j'ai parlé tantôt, vous pouvez y ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle pour avoir une odeur agréable. Et vous en faites un spray que vous vaporisez dans les aisselles. Et ça y est, c'est parti pour la journée. Moi, je me demande si c'est vraiment conseillé parfois pour éliminer ces odeurs-là des aisselles. D'autres personnes ajoutent de la bicarbonate au citron. Non. Très déconseillé. Parce que là, on provoque carrément une réaction chimique qui peut nuire vraiment à la peau. Donc, il faut éviter de mélanger citron et bicarbonate. Pas à utiliser sous forme de spray et à se balader avec toute une journée. Mais on peut le faire quand même chez soi, attendre quelques minutes avant de se laver. L'association est conseillée. L'association est conseillée, mais il ne faut pas traîner avec. Cette association, par exemple, il ne faut pas dépasser 10 minutes et vous enlevez. On se lave automatiquement. On élimine le mélange. Mais j'ai vu à travers les images tantôt que ça permet d'atténuer les vergetures. C'est réel? Ce n'est pas prouvé scientifiquement. On est pas bien folklore. Il y a aussi de ces parties-là. Vous savez, le citron a tellement de vertus que même si on nous donne 1 heure, 2 heures, on ne va pas finir. On dit qu'il y a de ces parties sombres du corps et lorsqu'on applique le citron, ça permet d'éclaircir un tout petit peu ces parties-là. Effectivement. Mais pas jusqu'à décaper la peau. Il y a des soeurs qui se décapent avec le citron. Je ne voulais pas en parler parce que ce n'est pas conseillé, se décaper. Vu que nous sommes sous les tropiques,
et se décaper au citron et après se balader sous les rayons du soleil, c'est pas du tout conseillé. Sinon, moi, je parlais des coudes, des genoux. Effectivement, les gens et même entre les cuisses et tout, il y a des parties qui sont souvent noires. C'est des taches brunes disgracieuses dont nous parlions. Si c'est pour ça, oui. C'est conseillé. C'est conseillé. Mais on ne va pas passer le citron et ne pas, plus de 30 minutes après, ne pas rincer et... D'accord. C'est ça qui est déconseillé. Oui. Eh bien, j'ai vu que votre visage est lisse, net. Hein. Toujours le citron. On se demande si c'est le citron ou quoi. Je me demande quoi. Oui, bon, ou c'est le maquillage qui a caché les imperfections. J'ai recours au citron aussi, puisque moi-même, j'ai une peau grasse. Voilà. Nous qui avons la peau grasse, plutôt, c'est vraiment une manne que Dieu nous a laissée. Il faut qu'on en abuse, mais il ne faut pas dépasser 2 fois par semaine. D'accord. Wow, c'est intéressant. Mais franchement, heureuse à poser une question. Est-ce qu'on peut utiliser le citron sur la peau d'un enfant, par exemple? Non. Parce qu'elle avait demandé si ça avec pour tous les petits âges. Moi, je faisais référence aux personnes âgées, non pas pour les enfants. Okay. Pas pour les enfants. En général, même en pédiatrie, on interdit des traitements aux adultes, aux enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'on a de ces eaux de Cologne qui sont à base de citron. Ah non. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter. Il faut laisser les enfants tranquilles. D'ailleurs, ils n'ont pas de challenge de beauté. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Il faut les laisser tranquilles dans leur monde quand ils seront grands. D'accord, mais je me demande, une femme qui a accouché, après l'accouchement, est-ce que le citron peut lui être bénéfique? Forcément. En tant que boisson, oui. Ok. Moi, personnellement, tous les matins, je prends un peu de jus de citron. Je presse 2 citrons et je bois à jeun. Bon, il y a d'autres personnes qui sont sensibles au goût acide du citron. Ils peuvent diluer légèrement et boire. C'est bénéfique à l'organisme. Puisque avec la présence du fer, du cuivre, de la manganèse, tout ça... Ce qui est sûr, si c'est bénéfique à l'organisme, c'est que le reflet est systématiquement au niveau de la peau. Oui, indirectement, forcément. Toujours jeune. Ah oui. On peut être toujours jeune à travers ça. Il y a aussi un détail que j'avais omis. Et ceux qui ont les maux dentaires, les maux de dents, la rage de dents, le citron appliqué un peu sur la dent qui fait mal, ça peut soulager en attendant d'aller... Diluer toujours. En consultation. En diluer toujours, oui. Ça, c'est intéressant, mais au-delà de la peau, on a eu assez d'informations. C'est vrai, pareil, même que pour les cheveux, même, c'est bénéfique aussi. Ah oui. Lorsqu'on applique l'application du citron sur le cuir chevelu, ça élimine les pellicules. Ok. Oui, les pellicules, ce sont les ayama, là. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Nadia Inès Toudonou. Vous êtes esthéticienne, spécialiste des astuces. Ah oui. Oui, pour avoir travaillé avec elle, je peux le dire, spécialiste des astuces. Essayez de la fidéliser pour nous avoir assez d'astuces. Pour qu'on ait assez d'astuces. Oui, franchement, assez d'astuces. Et voilà, on parlait donc du citron, les secrets pour une peau nette. C'est donc tout pour beauté au pluriel et on finit en beauté. Le grand rendez-vous aussi, mesdames et messieurs. Mais avant de prendre congé de vous, je vous propose de suivre ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous de ce mardi. On se dit à demain pour d'autres informations. À demain avec Agnat Bello, si tout va bien. D'ici là, portez-vous très bien.